La France n'est plus seulement en crise, elle sombre. Mais qui sera assez fou pour prendre la barre d'un navire déjà condamné? En moins d'une année, 5 gouvernements français ont été balayés, incapables de tenir face à la tempête. Le dernier Premier ministre, Sébastien Lecornu, a jeté l'éponge après seulement 26 jours à Matignon. Il a déclaré que personne ne pouvait sauver un pays déjà englouti par la dette et le chaos social. Mais le plus incroyable vient après. Faute de volontaires parmi la classe politique, le président Macron a dû supplier Lecornu de revenir, le même homme qui venait de renoncer, acceptant à contre-cœur de reprendre la barre d'un gouvernement à la dérive. Plus personne, pas même les plus ambitieux, ne veut du pouvoir en France. Diriger le pays est devenu trop dangereux, trop ingrat. La République vacille, plongée dans une crise de confiance totale, abandonnée par ses propres élites. Même les plus hauts placés préfèrent fuir. La France est devenue ingouvernable, et ses dirigeants désespérés, isolés comme jamais. Le risque n'est pas seulement français, si la France continue de sombrer sans capitaine, c'est un pilier de l'Europe qui s'effondre. Les répercussions pourraient bouleverser non seulement la région, mais aussi la vie quotidienne de millions de citoyens. Mais comment expliquer ce naufrage collectif? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à la source du mal, là où tout a véritablement commencé. Remontons ensemble à l'origine de cette descente aux enfers, là où la rupture s'est produite, loin des projecteurs médiatiques. Jamais la France n'a eu une dette aussi vertigineuse, ni une économie aussi paralysée. Aujourd'hui, la nation vacille sur un fil, au bord du gouffre, et tous les indicateurs clignotent au rouge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette nationale dépasse désormais 3 400 milliards d'euros, soit plus de 114% de la richesse produite chaque année dans le pays. Les tarifs de l'électricité explosent, imposant à des millions de foyers des factures impayables, tandis que les usines ferment les unes après les autres. Les entrepreneurs plient bagages, les investisseurs fuient, personne ne veut miser sur un navire qui prend l'eau de toutes parts. L'économie, jadis pilier de l'Europe, se transforme en champ de ruines industrielles. Mais la tempête ne s'arrête pas là. La France vit désormais dans la peur de coupures géantes d'électricité cet hiver. Pourquoi? Parce que 2 centrales nucléaires restent porte close et, surtout, parce que la manne précieuse d'uranium venue du Niger n'alimente plus les réacteurs français. L'énergie devient rare, chère, incertaine. Dans ce chaos, ce sont les citoyens qui paient le prix fort. La vie devient de plus en plus chère, les salaires ne suivent plus, et la colère monte. Partout, on entend gronder la rue. Les manifestations s'intensifient, la tension est palpable, chaque jour, un peu plus. La moindre étincelle pourrait mettre le feu à toute la société. La France joue sa survie économique, mais aussi la paix sociale. À ce stade, la peur n'est plus seulement celle du déclin, c'est le spectre d'un effondrement total qui plane sur la République. Le pays se retrouve à la merci de crises multiples, sans réponse claire, sans issue évidente. Mais comment en est-on arrivé là? Derrière ces chiffres catastrophiques, un bouleversement géopolitique sans précédent se cache. Un cordon ombilical crucial a été tranché, provoquant une onde de choc économique et politique. Reste à comprendre quel est ce lien invisible et pourquoi sa rupture plonge-t-elle la France dans un tel chaos? Pour comprendre cette chute brutale, il faut regarder au-delà des frontières françaises et remonter à l'origine de cette dépendance. C'est au cœur du Sahel africain que tout a basculé. Le jour où l'Afrique a dit non, la France a commencé à suffoquer. Peu de gens, à Paris comme ailleurs, ont compris tout de suite ce qui venait de se passer. C'était la fin d'un demi-siècle de pillage, le verrouillage pur et simple d'une dépendance qu'on croyait éternelle. Quand Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Etiani ont décidé, ensemble, de fermer la porte à la France, ce n'était pas un simple geste diplomatique. C'était la coupure radicale des ressources vitales. Plus d'uranium du Niger, plus de coton du Burkina, plus d'or, ni de pétrole à prix cassé. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, ne s'est pas contentée de tourner la page, elle a arraché le livre des mains de l'ancien colon. En expulsant toutes les forces étrangères, en fermant les bases militaires et surtout en stoppant net toute exportation préférentielle,
l'AES a imposé un silence glacial. La France, autrefois toute puissante, s'est retrouvée du jour au lendemain dépourvue de ses filons. Fini le temps où l'uranium du Niger alimentait presque gratuitement les centrales nucléaires françaises. Aujourd'hui, la France doit acheter au Canada ou au Kazakhstan, à des prix 5 fois plus élevés. Résultat ? Voici un pays, habitué à faire ses courses en Afrique sans payer le vrai prix, obligé soudainement de faire la queue, portefeuille grand ouvert, sur le marché mondial. Chaque litre de pétrole, chaque gramme d'or, chaque kilo de coton coûte désormais si cher que des pans entiers de l'industrie française ferment, incapables de suivre la hausse. Et face aux tentatives de dialogue, l'Afrique reste de marbre. Les appels du président français, les visites improvisées de ministres, les promesses de coopération nouvelles, tout se heurte à une fin de non-recevoir. Les frontières restent closes, les téléphones muets. Pour la première fois, la France découvre le pouvoir de l'absence africaine. Ce n'est pas seulement un choc économique, c'est un choc existentiel, privé de son. Afrique, la France regarde dans le miroir son propre modèle, celui d'une économie bâtie sur la mainmise et l'extractivisme. Désormais, c'est l'Afrique, forte de son unité nouvelle, qui impose ses conditions et s'affirme comme puissance indépendante, indifférente aux supplications de l'ancien maître. Ce basculement n'est pas qu'une affaire d'argent ou d'énergie. C'est la fin d'un monde, l'annonce d'un nouvel ordre où les dépendances sont inversées, où la France expérimente une précarité qu'elle croyait réservée aux autres. Et dans le silence du Sahel, toute l'Europe comprend qu'elle pourrait être la prochaine sur la liste. Mais alors, face à cette rupture historique, quelles options s'offrent encore à la France ? Peut-elle espérer reprendre le contrôle ou doit-elle tout simplement apprendre à survivre dans ce nouvel ordre mondial ? La France peut-elle survivre sans l'Afrique ? L'Europe peut-elle éviter la contagion de cet effondrement silencieux ? Voilà la question qui obsède aujourd'hui les chancelleries, les marchés et la rue. Face à la rupture brutale avec le Sahel, la France s'est retrouvée sans filet. Les investisseurs fuient. Plus personne ne veut miser sur un pays dont la classe politique s'effondre. 5 gouvernements renversés en moins d'une année, des ministres qui refusent le pouvoir comme une patate chaude. Dans la rue, la colère gronde. Les manifestations se multiplient, les boutiques ferment, la peur s'installe. Chaque tentative de réforme aggrave la situation. L'économie, déjà asphyxiée, s'enfonce dans une spirale sans fin. Loin de rassurer, les dirigeants multiplient les erreurs, incapables de rompre le cercle vicieux. Face à ce chaos, l'Europe regarde la France avec inquiétude. Les voisins prennent leur distance, craignant d'être entraînés dans la chute. Plus de solidarité automatique. Chacun protège ses intérêts, durcit ses frontières, se prépare à la tempête qui arrive. Dans cette panique, Paris tente la politique de l'autruche. Derrière les discours sur la coopération, la France multiplie les tentatives de retour déguisés sur le continent africain. Offres de partenariats, missions économiques, opérations humanitaires, sous des airs de nouveauté, c'est toujours le même vieux réflexe. Revenir par la petite porte là où la grande a claqué. Mais le Sahel est silencieux. Ni colère, ni haine. Seulement une souveraineté nouvelle, ferme et tranquille. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso ou du Niger ne répondent plus aux appels de Paris. Ils regardent vers la Chine, la Russie et même l'Iran pour bâtir leur avenir, des partenaires qui ne cherchent pas à imposer leurs règles, mais à construire du gagnant-gagnant. Pour la France, le risque est immense, un mauvais choix, et c'est l'effondrement total. Plus de filets africains pour amortir la chute, plus de ressources bon marché pour relancer l'industrie. Les marges de manœuvre sont réduites à néant. Pour l'Afrique, en revanche, c'est l'heure d'établir de nouvelles alliances, sur des bases d'égalité et de respect. Le continent se libère du vieux schéma de dépendance. Il réécrit les règles du jeu et impose le respect par le silence. Aujourd'hui, l'Europe réalise qu'elle n'est pas à l'abri. Si la France tombe, c'est toute la construction européenne qui vacille. Et dans ce grand chambardement, l'Afrique se redresse et avance, forte de sa souveraineté retrouvée. Mais alors, comment éviter de répéter ces erreurs historiques ? Que nous enseigne la stratégie silencieuse et résolue du Sahel pour l'avenir de nos sociétés ?
L'ère du pillage est terminée. Place à la souveraineté et à l'innovation. Aujourd'hui, le vrai pouvoir ne réside plus dans la domination ou la dépendance à l'égard des autres, mais bien dans la capacité à maîtriser ses propres ressources et à bâtir des partenariats sincères. L'Afrique du Sahel l'a compris, coupant le robinet qui alimentait la France depuis plus de 50 ans. Résultat, l'ancienne puissance coloniale vacille, alors que le continent africain affirme son indépendance économique et politique. Pour les citoyens, la première leçon est claire. Il faut exiger de ses dirigeants une gestion responsable et transparente des richesses nationales. La souveraineté ne se limite pas au discours. Elle se construit par des choix concrets. Investir dans l'éducation, diversifier l'économie, soutenir l'innovation locale. Les sociétés qui survivent ne sont pas celles qui s'accrochent au passé, mais celles qui savent s'adapter, tirer des enseignements de l'histoire et rebondir face à l'adversité. Pour les dirigeants africains, l'heure est venue de négocier d'égal à égal avec les puissances du monde. Cela signifie valoriser les matières premières, imposer des conditions justes aux investisseurs étrangers et ne plus accepter les diktats venus de l'extérieur. C'est une opportunité unique de transformer la richesse du sous-sol en prospérité durable pour les populations. Du côté de l'Europe, il est urgent de repenser les modèles économiques, énergétiques et diplomatiques. S'enfermer dans la nostalgie d'une grandeur passée ou dans des habitudes de dépendance mène droit à l'impasse. L'avenir appartient à ceux qui innovent, qui tendent la main au dialogue et qui cherchent à bâtir des partenariats gagnant-gagnant. Mais le risque est immense. Ceux qui refusent d'évoluer sont condamnés à disparaître, tandis que ceux qui osent écouter, apprendre et s'adapter construiront le futur. Alors, sommes-nous vraiment prêts à regarder la vérité en face et à changer de cap? La réponse à cette question déterminera qui dominera la prochaine ère. La chute d'un empire n'est pas une fatalité, mais un avertissement. Ce que nous vivons sous nos yeux n'est pas une simple crise. C'est une leçon d'histoire grandeur nature. L'effondrement de la France, ce n'est pas une série de mauvais choix, ni même la conséquence lointaine d'une guerre en Ukraine. C'est la facture immédiate d'une dépendance longtemps dissimulée, brutalement révélée le jour où l'Afrique, et le Sahel en particulier, a repris le contrôle de ses propres ressources. Alors que la France vacille, incapable de se relever, l'Afrique avance sans bruit, mais avec une détermination nouvelle. Le silence du Sahel, loin d'être une faiblesse, est devenu une force tranquille, celle d'un continent qui redessine l'ordre mondial sans fracas, mais avec fermeté. La France découvre à son tour la précarité, le désespoir et l'isolement qu'elle imposait autrefois à d'autres. Désormais, c'est elle qui mendie, qui supplie, alors que le pouvoir bascule. Ignorer ce qui se joue aujourd'hui, c'est prendre le risque terrible de voir l'histoire se répéter, avec encore plus de violence et d'injustice. Ce basculement n'est pas uniquement une question de géopolitique lointaine. Il touche votre quotidien, votre pouvoir d'achat, votre sécurité énergétique et même votre avenir politique. Refuser d'ouvrir les yeux sur ce renversement, c'est condamner l'Europe à vivre la même spirale descendante. Et pourtant, chaque crise porte sa propre clé. La vraie question n'est pas de savoir comment empêcher la chute, mais comment apprendre des erreurs passées pour bâtir un avenir lucide et solidaire. Car l'histoire ne punit pas, elle avertit et offre une chance unique à ceux qui savent écouter. La fin d'un empire n'est jamais le dernier mot. C'est un point de départ. À chacun d'en saisir le sens et la responsabilité.